visiblement, cinéma et jeux vidéo, quels enjeux communs? Il y a un problème de perception. On était là pour en parler, on va en parler. Vous qui êtes présents de l'autre côté de cette salle, n'hésitez pas à en parler par la suite, parce qu'il y a véritablement des enjeux et des perspectives et de la prospective et quelque chose qui est en train de se créer à l'heure actuelle, qui sont des vraies passerelles. Et on est là pour en parler avec Elisabeth Caravella, qui est donc auteure et réalisatrice de courts-métrages, c'est cela. Elisabeth, ton dernier film Crisis a bénéficié du DICREAM, qui est un dispositif du CNC. Tu résumais ton film à un FPS dans la vie réelle, mais en VR. Alors, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes et après je ferai le tour des autres? Oui, Crisis, c'est un film qui... c'est pas un film pour la réalité virtuelle, mais c'est un jeu en réalité virtuelle pour faire un film. Donc, c'est utiliser un peu un jeu comme si c'était on va dire une méga captation de mouvement de tête, et que la caméra virtuelle, c'est grâce au casque que je l'ai, c'est une caméra frontale. Et moi, je fais des films hybrides, c'est un peu ce qui me caractérise, parce que j'ai fait un film avec un tutoriel cinématographique, où je pourrais vous montrer tout à l'heure un petit extrait, ou le trailer. Et je fais des films sous Photoshop également, où je filme mon écran et je raconte des histoires complètement absurdes avec Photoshop. Et j'ai pas mal travaillé sur le relief. J'ai déjà fait des films en relief, un film pour la Géode, il y a quelques années déjà. J'étais toujours intéressée par la 3D, l'immersion, etc. J'ai aussi fait une installation VR avec le premier Oculus Rift, le Dev 1, au Fresnoy justement, qui était, on va dire, un bonus à un film que j'ai fait là-bas. Et donc moi j'aime tout ça, tout ce qui n'est pas forcément cinématographique, et essayer de le rendre cinématographique, et essayer de trouver comme ça des moyens de raconter des histoires, une narration avec des formes nouvelles, que ce soit le jeu vidéo ou le tutoriel, ou encore les scans 3D, etc. Donc voilà. Très bien, merci. Il faut avoir l'idée, il faut pouvoir créer, et puis il y a des structures qui sont là pour aider à la création, pour soutenir ces innovations, ces projets hybrides. Le premier d'entre eux, c'est le CNC, le Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Pauline Augrin, tu en es chef de service. De quel département très exactement, et qu'est-ce que ça recouvre? Création numérique. Je suis responsable de la création numérique au CNC, et en fait ça recouvre... on va dire toute la production multimédia de nouvelle génération, en quelque sorte. D'abord le jeu vidéo. On gère des soutiens aux jeux vidéo dans le cadre de ce service, des aides sélectives, le fonds d'aide aux jeux vidéo, et également un crédit d'impôt jeux vidéo, qui est en termes de soutien financier le dispositif le plus important. Ça recouvre aussi le fonds dont vous parliez tout à l'heure, qui s'appelle le DICREAM, dispositif pour la création artistique, multimédia et numérique, et qui est un fonds sélectif qui soutient des projets d'artistes, des projets vraiment artistiques, donc plutôt de la création expérimentale dans le champ de l'art contemporain ou du spectacle vivant. Mais dès lors que ce sont des projets qui, là aussi, développent des écritures numériques, exactement comme le projet d'Elisabeth, par exemple. Et enfin, il y a un champ plus audiovisuel, anciennement le fonds d'aide au projet pour les nouveaux médias, qui était là pour soutenir tous les projets de création audiovisuelle qui n'étaient ni des longs métrages ni des projets destinés à l'antenne de télévision, en gros. Et ce champ d'intervention était devenu très large, peut-être trop large, et a été resserré là, très récemment. Enfin, je peux depuis hier faire l'annonce de la création d'un nouveau fonds qui s'appelle le fonds d'aide aux expériences numériques. Et donc il a aussi cible comme population artistique prioritairement des gens qui viennent plutôt de l'audiovisuel et du cinéma. C'est pas du tout exclusif, mais c'est a priori plutôt cette population-là à qui on s'adresse, et qui développe des œuvres audiovisuelles innovantes qui s'inscrivent dans le champ de la création immersive et ou interactive. Et en pratique, c'est des projets qui sont aujourd'hui principalement des projets en réalité virtuelle, mais les choses pourraient évoluer à l'avenir. Très bien. Donc,
on a des idées, on a un soutien à cette création, mais pour concrétiser ces idées, on a besoin d'outils. Et Mathieu Muller, qui représente la société Unity, est le chantre de l'un d'entre eux. Donc Unity, c'est quoi, Mathieu ? Unity, c'est un outil, donc, un logiciel qui permet de faire à la base des jeux vidéo pour quasiment toutes les plateformes, donc mobile, PC, console, VR, et puis réalité augmentée aussi, et qui permet de faire des projets en 2D, en 3D, interactifs, linéaires, ce qu'on veut. D'accord, donc un outil plutôt orienté jeux vidéo, mais qui, au fur et à mesure de ses utilisations, tend à intégrer, à irriguer d'autres secteurs. Ouais, en fait, c'est une plateforme qu'on a développée à la base en assemblant des composants qui venaient du jeu vidéo, mais en le construisant vraiment du bas vers le haut, pas du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un moteur pour faire un jeu vidéo. On a assemblé des pièces pour que les gens puissent construire leurs expériences dessus. Et naturellement, ça a été beaucoup de jeux vidéo pendant longtemps, mais très rapidement, il y a eu des artistes qui s'en sont emparés, des architectes, des gens qui faisaient des expériences justement artistiques. Et puis là, avec la VR, ça a encore une fois beaucoup changé, parce que ça a amené encore toute une nouvelle population sur le logiciel. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pendant des années, le jeu vidéo, c'était des geeks, un peu barbus, qui sentaient pas bon, et puis ça faisait un peu des jeux. Ça faisait des jeux. Bon, surtout, on n'en parle pas, c'est dans sa cave. Et puis, on s'est rendu compte que quand même, certains de ces jeux-là faisaient de réels cartons au box-office, avait quelque chose de particulier que n'a pas le cinéma et l'audiovisuel, enfin en tout cas très très peu, c'est une communauté. Ça, c'est aussi un point qui est différenciateur. Et puis, au fur et à mesure, en termes de production, de mise en place de pipeline de production, les studios d'animation principalement ont commencé à lorgner du côté de ce qui se faisait dans le jeu vidéo. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que les fans et les fabricants, les créateurs de jeux vidéo ne se cachent plus ? On parlait d'outing. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus honteux de dire qu'on fait du jeu vidéo ou qu'on utilise qu'on joue tout simplement ? Oui. Est-ce que ça, c'est un sentiment que vous partagez ? En faisant des œuvres hybrides comme ça, oui, toi, tu n'as jamais eu honte ? En fait, non, je ne me cache pas. Après, je ne sais pas si je suis bien placée pour en parler, parce que je ne programme pas vraiment, je fais un peu d'intégration, mais je bidouille. Mais moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo, donc je fais partie de cette génération-là, mais peut-être qu'il y a aussi une génération où c'était des petits jeux pour se distraire, et puis on arrête, alors qu'il y a des personnes qui ont un véritable amour pour le jeu vidéo, qui vont théoriser sur le jeu vidéo et le mettre au rang, on va dire, d'art, alors que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et quelque part, je ne sais pas s'il y a coming out en tout cas par rapport aux créateurs de jeux vidéo, mais c'est devenu in, parce que maintenant tout le monde joue. Donc, quelque part, tout le monde, on parle presque tous le même langage. Tout le monde a des jeux vidéo sur sa tablette ou son smartphone. Ça fait partie vraiment de la culture vraiment grand public et de tous âges. C'est-à-dire que maintenant, avec les tablettes et les smartphones, même nos grands-parents se sont mis à jouer à des jeux, alors qu'avant, on les aurait jamais vus sur la Nintendo ou la Sega Saturn. Enfin, c'était impossible. Pauline, c'est ce que tu évoquais aussi, c'est-à-dire que si on doit parler d'enjeux social ou de passerelles entre les générations, c'est qu'avant, les grands-parents, pour les vacances de tout ça, emmenaient les gamins, les petits-enfants, voir le Disney en salle de cinéma. Maintenant, on joue. Et on joue, on crée du lien. On joue avec ses grands-parents. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais enfin, si, on joue à Just Dance, ou il y a quelques jeux comme ça très casual qui ont été surtout popularisés par la Wii, enfin par tout ce qui est motion gaming, qui effectivement ont créé vraiment des passerelles inédites entre les générations. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur le fait qu'effectivement le jeu vidéo finalement est en train à gagner ou gagne de plus en plus ses lettres de noblesse, y compris auprès d'une certaine
certaine population qui est censée être un peu dépositaire d'une culture un peu élitiste, on va dire. Moi, j'ai une anecdote à ce sujet qui me semble assez symptomatique de ce qui est en train de se passer. La commission d'ICREAM, dont on parlait, donc, est vraiment active dans le champ de l'art contemporain, pour le dire très rapidement. Et depuis peu présidé par un écrivain, un romancier que vous connaissez certainement, qui s'appelle Aurélien Bélanger. Donc il y a en gros entre 35 et 40 ans, et qui est l'auteur d'un certain nombre de romans, dont La théorie de l'information, qui est une biographie à peine déguisée de Xavier Niel, qui est très intéressant, et d'autres choses comme L'aménagement du territoire, Le Grand Paris, etc. Et je ne savais pas du tout, avant de le rencontrer, quel était réellement son rapport au numérique. On sait qu'il a un intérêt pour la chose, parce que pour avoir écrit La théorie de l'information, c'est ce qui s'est quand même vraiment plongé dans l'histoire de l'Internet, en fait, d'une manière, pour le coup, vraiment très approfondie et immersive. Et j'ai été très étonnée que la première fois qu'on se rend compte, qu'il passe les 3/4 du temps à me parler de jeux vidéo. En fait, c'est un gamer fou, il adore ça. Et il m'a dit, d'une manière comme ça extrêmement péremptoire, il me dit, de toute façon, il y a bien un truc dont on est absolument sûr, c'est que le jeu vidéo est l'art majeur du XXIe siècle. Donc ça, au moins, c'est réglé. Voilà, on n'en parle plus. Je dis, ok, très bien. Enfin, je suis convaincue, mais c'est rare d'entendre ça, quoi. Et donc, c'est super intéressant, quoi, de voir qu'avec cette nouvelle génération, parce qu'il y a quand même, malgré tout, un phénomène générationnel, je pense qu'on ne peut pas le nier, cette nouvelle génération, notamment de créateurs, qui sont aussi des parents aujourd'hui, enfin, qui partagent ça aussi avec leurs propres enfants, il y a une évidence sur le jeu vidéo, la culture du jeu vidéo, dont on est totalement imprégné depuis toujours. Moi, j'ai 34 ans. Je suis un profil type du joueur moyen en France, parce qu'apparemment, il y a autant d'hommes que de femmes, et je crois que l'âge moyen, c'est 34 ans. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a toujours connu, et on est peut-être, nous, la première génération à l'avoir toujours connu et à en être autant imprégné. Et à côté de ça, nous, c'est vrai qu'on défend beaucoup, du point de vue de la politique culturelle, le fait que le jeu vidéo, c'est un art. Alors, c'est l'art de l'interactivité, dans le sens où l'interactivité, c'est vraiment ce qui le caractérise par rapport au reste. Alors, il y a des choses hybrides, comme la réalité virtuelle, dont on va parler, qui posent aussi vraiment la question de l'interactivité. Mais on va dire que c'est quand même ce qui le caractérise. Mais à côté de ça, il y a vraiment, et moi j'en suis vraiment convaincue, une dimension art total, quoi. Alors c'est très wagnérien de dire ça, toujours art total, mais c'est quand même une forme qui fait la synthèse de plein de disciplines artistiques différentes, que ce soit l'écriture, enfin, voilà, le dessin, la peinture, le son, la musique, etc. Enfin à peu près toutes les disciplines en fait. Et de ce point de vue-là, c'est absolument passionnant, fascinant. Je trouve qu'il y a aussi une marge de progression qui est incroyable dès lors qu'on arrive à attirer sur le médium jeu vidéo des gens, des créateurs qui viennent de ces autres disciplines et qui commencent à venir aux jeux vidéo de manière de plus en plus naturelle, même si je pense qu'on n'en est qu'au début. Et voilà, en tout cas, nous, c'est aussi beaucoup là-dessus qu'on a envie de travailler pour les années qui viennent. Ouais. Et moi, c'est marrant parce que justement, j'ai fait un constat il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, il n'y a pas plus... On va pas dire qu'il y a des gens qui jouaient pas aux jeux vidéo avant et qui jouent maintenant. Je trouve qu'il y en a assez peu finalement. J'ai discuté avec des gens là j'étais à des 50 ans ce week-end, et en fait, il y a des gens à qui j'avais parlé de plein de trucs géniaux en jeux vidéo, et on s'est revus là il y a un an après. Et en fait, ils disent ah non mais moi je peux pas en fait. Je pense que je suis trop vieux pour le jeu vidéo. Il y a quand même ça. Mais par contre, il y a juste que moi voilà, j'ai 40 ans, je suis pile poil de la génération où le cinéma et le jeu vidéo se sont rencontrés. Quand j'étais petit, j'étais aussi fan de jeux vidéo que de films. Enfin, c'était les années 80 avec toute la production cinématographique énorme. Et du coup, je pense que c'est juste que c'est là où ça a commencé. Du coup, ça commence à toucher une majeure partie de la population juste maintenant, parce que ça touche de 0 à 40 ans. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est il y a quand même aussi eu une simplification de l'accès, parce qu'avant c'était que via une manette, etc. Donc il y a eu quand même une simplification des interactions qui a permis de ramener encore plein de gens dans le jeu vidéo. Enfin, le jeu vidéo avant c'était vraiment un test d'agilité tactile, quoi, alors que maintenant il n'y a plus besoin en fait. Il y a plein de jeux où on fait que appuyer une fois, et c'est tout, quoi. Et du coup, je pense que déjà c'est intéressant parce qu'il y a ce mouvement-là en fait. Il y a l'interaction, elle est de plus en plus simple.
Ce qui veut dire que naturellement, on commence déjà à basculer vers le linéaire ou les choses qui sont finalement plus du jeu vidéo, quoi. Donc on va passer à la deuxième période de ce temps, donc justement sur le côté hybride. Est-ce que là c'est le... Ouais, je peux lancer, ouais. Alors, histoire qu'on vous montre un peu... c'est une bonne illustration peut-être. Alors ça, je vous fais juste voir vite fait, ça s'appelle Adam. Tu peux peut-être expliquer... Ouais. Alors, Adam, c'est... On peut avoir un peu moins de lumière, c'est possible, sur l'écran. Adam, c'était une démo technique qu'on a fait il y a 3 ans. Et en fait, le but, c'était juste de montrer jusqu'où on peut aller au niveau graphique avec notre moteur. Et du coup, le film, c'était pas vraiment une volonté stratégique de faire un film. On n'avait pas envie que les gens fassent des films avec Unity spécialement. Mais c'était une bonne façon de voir où on en était par rapport pour se comparer par rapport aux effets spéciaux, quoi. Et en fait, on a fait ce film-là. Et on n'a jamais eu autant de vues d'une vidéo à nous qu'avec ce film-là. Du coup, on s'est demandé si c'était parce que c'était super génial ou si c'était autre chose. Et en fait, on s'est rendu compte en lisant les commentaires qu'on avait touché des gens qui ne savaient même pas que c'était une démo technique et qui avaient regardé ça comme un film. Et ça a vraiment marqué un tournant parce que c'était la première fois qu'on faisait un contenu fait avec un moteur de jeu où les gens se sont pas posé la question si c'était fait avec un moteur de jeu ou pas, mais juste que l'histoire leur plaisait. Ça veut dire, et jusque-là, en fait, la technologie de jeu vidéo avait toujours une patte qui faisait que on se disait c'est du jeu vidéo. Alors que là, on a atteint un niveau suffisant pour que les gens se posent plus trop la question si c'est ça. Ce qui s'est passé avec Pixar dans les années 80, c'est qu'à un moment, ils ont su amener la 3D à un niveau où les gens se disaient pas ah, c'est vraiment plus moche que les Disney fait à la main. Ils se sont dit non, j'ai envie de regarder le film qui est fait comme ça. Et ça a que 3 ans. Donc on est vraiment voilà. Et du coup, et là ce qui est intéressant dans ce court-métrage, il y a 2 choses. Une chose qui est intéressante, c'est qu'après ce court-métrage, on a tout un tas de gens du cinéma qui sont venus nous voir pour racheter l'IP parce qu'ils trouvaient que le personnage était super. Donc tout d'un coup, on a basculé on fait une démo technique avec un moteur de jeu, on rentre dans le monde du cinéma avec les studios de prod qui veulent avoir l'IP, qui se disent qu'on pourrait peut-être faire un jeu vidéo plus un film, etc. Et là, c'en est où d'ailleurs pour l'instant, c'est un peu suspendu, mais je pourrais faire voir la suite après. Mais voilà, mais c'était pour dire juste ce qui s'est passé après, c'est qu'on a été en contact avec Neil Blomkamp, qui avait fait District 9, qui avait fait Chappie, qui est aussi un réalisateur de cette génération-là, justement, qui a grandi avec les grosses productions américaines, qui a grandi avec le jeu vidéo, et qui, pour lui, voit ce mélange des 2 choses en disant on fait la grosse production américaine comme on fait un film indépendant. Et en même temps, on s'inspire pas mal du monde du jeu vidéo pour parler à notre génération, à nous. Et du coup, lui, il a fait la suite de ce court-métrage-là. Donc, il est venu nous voir pour faire l'épisode 2 et 3 que je pourrais faire voir dès que j'ai redémarré. Et la stratégie de Unity, c'est de délaisser le jeu vidéo ou bien, au contraire, d'irriguer tous les secteurs ? Non, justement. Du coup, ce qui est intéressant, donc moi, quand on a sorti Adam, on était quelques-uns à Unity à se dire il y a vraiment quelque chose. Et en fait, à l'époque, je gravitais pas mal dans le transmédia et on sentait que c'était super difficile d'arriver à quelque chose de naturel, en fait. À chaque fois, c'était on prend un livre et on en fait une app, on prend un jeu vidéo, on fait un film. Et en fait, il y avait toujours un côté calqué sur les choses, il n'y avait pas le côté naturel. Et du coup, on avait des tonnes de discussions avec plein de gens et on se demandait d'où ça venait. Et moi, mon constat, au bout d'un moment, c'était le fait qu'il y a très peu de gens qui sont naturellement transmédia. C'est-à-dire quand ils vont écrire quelque chose, quand ils vont fabriquer quelque chose, ils vont pas se dire tiens, je vais faire un jeu, parce qu'ils ont toujours fait du jeu toute leur vie, ou ils vont pas se dire je vais faire un film parce qu'ils ont toujours fait du film, mais quelqu'un qui a fait les 2 et qui va se dire tiens, je suis en train de faire un truc et je sais pas trop encore ce que ça va être. Et du coup, pour revenir à la question, moi j'ai commencé un peu à identifier un peu tout un tas de gens qui faisaient des choses avec Unity de l'ordre du film. Et puis au fur et à mesure, on est rentré en contact avec des grosses sociétés qui
qui par exemple faisait du tournage de cinéma en réalité virtuelle pour des gros films américains, etc. Et puis, et en fait, un moment, et puis là on en est là aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que la recette pour arriver à vraiment quelque chose, à ce monde transmédia naturel, c'est de faire aux gens qui font des choses non temps réel ou non interactives, à leur faire ces choses-là avec les outils qui permettent de faire de l'interaction. Globalement, si on peut faire un film d'animation avec Unity, normalement, la prochaine étape, c'est que les gens ils se diront, en fait, maintenant que j'ai fait un film linéaire avec Unity, pourquoi la prochaine fois je le rendrai pas interactif? Juste une parenthèse, le terme temps réel et Unity, ça parle aux personnes qui sont là, ou est-ce que c'est nécessaire d'avoir une petite mise à jour? Alors le temps réel, c'est donc du coup ça vient c'est le fait que les images sont calculées à 30 ou 60 fois par seconde. Typiquement, un jeu vidéo sur les PC, c'est 30 ou 60 images par seconde. En réalité virtuelle, c'est 90 images par seconde. Et le but, c'est de calculer l'image finale, c'est-à-dire avec la lumière, toute la géométrie, tous les objets, calculer ça en 16 millisecondes à peu près, entre 16 et 32 millisecondes pour faire tout le travail. Et pendant ces 16 millisecondes-là, on récupère les entrées du joueur qui vont déplacer les objets dans la scène ou déplacer une lumière ou interagir. Et on va recalculer toute l'image, l'afficher, et puis à la frame d'après, on recommence. Et du coup, voilà, c'est ça le temps réel. D'accord. Alors, il y a Unity, il n'y a pas uniquement Unity. Donc, Elisabeth, toi, tu as travaillé avec ces deux moteurs pour tes deux avec Unreal projets. et Unity. Ouais. Unity, on a fait alors le choix s'est porté un peu par hasard. Peut-être parce que je faisais pas de programmation. Unreal m'avait semblé sur le moment un peu plus facile à utiliser. Peut-être, je sais pas. Mais les deux se valent dans tous les cas. Et on a fait une maquette sur Unity. Donc c'était en plus, il y a une communauté énorme. C'est ça aussi qu'il faut le rappeler, qui est dans la création, qui est très, c'est super important parce que la plupart c'est des passionnés et tout le monde s'entraide pour apprendre le logiciel, se donner des conseils et aussi qui créent des assets, des choses pour même si on n'y connaît rien en programmation, ou on veut juste commencer à bidouiller, on peut faire des choses très rapidement avec Unity ou Unreal. Et effectivement, Unreal également, je pense à cette envie d'aller aussi sur de l'animation en temps réel. Et pour avoir fait beaucoup d'animations précalculées, même moi, j'avoue que ça donne vraiment envie quand on voit en fait la qualité des rendus, des rebonds de lumière, des réflexions. C'est sublime. Et puis ça laisse aussi une liberté de création qui est différente puisqu'on peut tout de suite voir ce que ça donne. Et ça change beaucoup de choses à la manière de faire une animation en 3D maintenant avec ces nouveaux outils. Et je ne sais pas si ça va remplacer 3ds Max ou Maya, mais en même temps c'est quand même assez bien parti. Mais je ne sais pas. D'un point de vue de production, juste pour savoir, vous travaillez dans l'animation ou ce sont des étapes de fabrication que vous connaissez? Pas du tout, non? D'accord. Parce que justement, ce qui est intéressant avec les outils de temps réel, c'est que les différentes étapes qui sont très étape par étape pour créer du contenu animation linéaire en images précalculées, avec les moteurs temps réel, on se retrouve avec quelque chose de plus fluide et transverse. Est-ce que ça, c'est aussi une évolution des métiers et de la création? C'est toi qui crée. Je le dis. Par rapport aux outils, dans leur mode de fonctionnement, qu'est-ce que ça apporte réellement? Oui. En fait, j'ai l'impression qu'on commence à se rapprocher de la manière dont aujourd'hui on peut faire un film, même d'une manière amateur, je veux dire. Aujourd'hui, on a à portée de main avec les smartphones, des caméras, on a
tous les outils pour faire presque un film avec 3 fois rien. Et aujourd'hui, l'évolution des moteurs de jeu comme Unity et Unreal permettent aussi de pouvoir faire des choses dans l'instantané. C'est-à-dire qu'autrefois, créer un jeu vidéo, mais même un film, mais même un jeu vidéo, c'est quand même assez complexe. Il fallait une équipe assez énorme. Et aujourd'hui, on voit apparaître des jeux qui se font, qui sont des jeux d'auteur, on peut le dire presque, en 24 heures. Et c'est ça la force aussi du jeu vidéo là-dedans. C'est qu'on va chercher l'originalité, l'efficacité, et puis c'est vraiment quelque chose sur le ressenti, sur un travail sur la jouabilité énormément, sur l'esthétique, c'est-à-dire on va pas aller sur des jeux AAA, on va juste faire un carré de pixels qu'on va faire déplacer, et ça fonctionne quand même. Donc il y a aussi une sorte de minimalisme, de less is more de la fabrication d'un jeu, et tout ça c'est apporté par rapport aux outils qui sont de plus en plus faciles à prendre en main, avec c'est toujours encore une fois cette communauté qui est toujours disponible d'entraide et de création, donc ce qui amène des cinéastes aussi ou des artistes à commencer à travailler avec le jeu vidéo alors qu'ils n'y étaient pas du tout prédestinés, et tout seul chez soi commencer à dire bah tiens, je vais faire ça, je vais faire ceci, et qui n'aurait rien à voir avec peut-être un jeu vidéo peut-être plus classique ou un cinéma plus classique, parce que quelque part tout est un peu permis, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on retrouve un peu dans tous les arts à un moment, quand l'outil se démocratise, la production se spécialise, enfin elle se renouvelle, elle se spécialise quoi. Typiquement la guitare électrique dans les années 60, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que nous on est vraiment arrivé par là. C'est une boîte danoise à la base, et à l'époque, pour faire un jeu vidéo, soit on devait programmer son outil, ce qui voulait dire que c'était compliqué, 2, il allait sûrement pas avoir des très bons outils pour un artiste pour s'exprimer, et puis ça rendait les choses pas très accessibles, ou alors il fallait payer à des outils tout faits qui à l'époque coûtaient, justement Epic à l'époque, Unreal, ça coûtait $1 million à peu près pour acheter l'outil quoi. Et ceux qui ont fondé Unity se sont dit justement c'est vraiment comment dire, ils sont vraiment dit on va révolutionner ça, on trouve que le jeu vidéo c'est super, et que ça fait plaisir à faire, et que ça fait mélanger les gens ensemble, comme le rock a mis un batteur, un bassiste, un guitariste, un chanteur ensemble qui s'amusent et font un truc. Ils se sont dit on va faire ça, et c'est de là où est né Unity. Et depuis le début on s'est dit un jour on aura un outil qui sera de la même qualité que ce qui est pour les professionnels, mais qui sera disponible en téléchargement pour n'importe qui, pour un ado dans sa chambre. Et ça, pour moi, c'est assez impressionnant, parce que ça fait que 4 ans que je suis dans la boîte, mais au début, il y avait une chose qui se passait qui était complètement folle. C'est, je crois, le premier jour où j'ai commencé à travailler chez Unity, j'avais un t-shirt, et c'est plutôt bien. Pardon ? C'est bien. J'avais un t-shirt. Oui. J'avais un t-shirt. Et il y a j'allais vers la conférence, et il y a une personne qui s'arrête vers moi et qui dit est-ce que je peux prendre une photo avec toi ? Et je comprenais pas pourquoi. Je pensais que c'était trompé. Et il fait non, mais tu travailles pour Unity. Je fais bah mais c'est mon premier jour. Il fait non, mais c'est génial, c'est trop génial ce que vous faites. Et on prend une photo. Je fais 300 mètres, et il y a une personne qui m'arrête. Il fait est-ce que je peux prendre une photo avec toi ? Et je disais mais c'est fou, parce que en fait je me suis posé la question après. Quelle entreprise aujourd'hui, quel t-shirt, quel logo on a sur son t-shirt, où les gens vont s'arrêter pour dire c'est super, même Apple, même Google, etc. Et en fait, c'est ce jour-là où j'ai vraiment compris qu'on avait amené quelque chose au-delà d'une technologie, etc. On avait démocratisé un art qui fait plaisir aux gens et qui leur permet de s'exprimer et de créer, quoi. Donc, ouais, et ça rejoint aussi le fait qu'on disait que Unity, par exemple, c'est un peu in, ou c'est cool aussi. Il y a un côté comme ça, où c'est un peu des nouveaux outils qui ont révolutionné un tas de choses pour les créateurs. Donc, ça me faisait repenser à ça, quoi. Et par ailleurs, comment peut-on se procurer ce t-shirt ? Je t'en donnerai un. J'en ai trop maintenant.
Pauline, puisque tu reprends la parole, justement, le CNC, quel a été ton regard quand tu es rentré dans le CNC sur ces nouveaux outils, ces hybridations de contenu, et justement la stratégie qui a été mise en place? Ça fait quelques années qu'on se croise et que on sent bien que le CNC, justement, il y a peut-être aussi une nouvelle génération de personnes qui sont dans ces départements qui ont une vision plus large, plus transverse, pour arriver aujourd'hui à cette création d'un fonds spécifique, et puis globalement de se dire que le jeu vidéo c'est un art majeur au sein du Centre national de la cinématographie et de l'image animée. J'entends pas jeu vidéo pour l'instant dedans. Alors c'est inclus par défaut dans image animée. Enfin, c'est pas une boutade ce que je dis, c'est-à-dire qu'au moment où le nom a été changé, je crois que c'était en 2010, 2011, quelque chose comme ça, donc c'était le Centre national de la cinématographie, c'est devenu le Centre national du cinéma et de l'image animée. Bon, ça reste le sigle, le logo CNC, mais l'idée c'était justement d'être beaucoup plus inclusif et de vraiment bien signifier qu'on allait au-delà du cinéma, de la cinématographie au sens un petit peu traditionnel, et de dire nous CNC on doit couvrir l'ensemble des industries de l'image animée, dont le jeu vidéo, qui était déjà soutenu d'ailleurs à l'époque, puisque c'est depuis 2008 qu'on a des fonds de soutien dédiés aux jeux vidéo, mais en réalité c'est depuis 1989 qu'à travers anciennement le fonds d'aide à l'édition multimédia, le jeu vidéo était déjà de fait assez bien soutenu par le CNC. Donc c'est une histoire commune qui finalement est plus ancienne que ce qu'on imagine. Et puis par rapport aux différents volets de ta question, il y a effectivement le projet stratégique que nous, on peut avoir aujourd'hui pour le jeu vidéo au sein du Centre national du cinéma, alors qui dépend pour le coup de la présidence, du CNC, de la direction générale, mais chez qui il y a une vraie volonté d'affirmer depuis à peu près 2 ans, je dirais, le fait que le jeu vidéo a vocation à devenir le 3e vrai pilier du CNC aux côtés du cinéma et de l'audiovisuel. Il y aura cinéma, audiovisuel, jeux vidéo. Ça se traduit par aussi une nouvelle stratégie de communication. On a depuis quelques semaines lancé un nouveau site internet qui a une orientation grand public beaucoup plus forte. Et il y a 4 rubriques principales dans ce site internet sur la homepage: cinéma, audiovisuel, jeux vidéo, création numérique. Voilà. Donc un truc spécifique pour le jeu vidéo, parce qu'on sait que jeu vidéo, c'est une terminologie qui parle immédiatement au grand public, et c'est aussi à ce public-là qu'on a envie de s'adresser dans l'optique de notamment valoriser ce que l'on fait nous, et surtout les œuvres, les projets qu'on soutient. Donc là aussi, c'est symptomatique de quelque chose qui est en train de se passer. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire, qui restent à faire, beaucoup de choses qui sont devant nous. Si je vais jusqu'au bout du raisonnement, et je pense que vous l'avez peut-être anticipé par rapport à ce que je viens de vous dire, l'idée, l'ambition ultime serait donc de créer un fonds de soutien dédié aux jeux vidéo, comme aujourd'hui il existe un fonds de soutien pour le cinéma et un fonds de soutien pour l'audiovisuel. Avec du coup une vraie question qui se pose, c'est évidemment celle des ressources pour avoir ce fonds de soutien qui peut tout à fait être réinventé. Il peut y avoir des soutiens sélectifs ou des soutiens automatiques, ou peut-être pas de soutien automatique du tout, j'en sais rien. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que si on avait envie d'investir davantage dans le jeu vidéo, je trouve qu'il y a un vrai besoin sur, la phase de pré-production, la phase de prototypage, qui est vraiment cruciale, dans lequel on pourrait investir vraiment massivement, un petit peu comme le fait le Fonds des médias du Canada, par exemple. Ils sont capables d'investir jusqu'à 75% dans un prototype, jusqu'à $1 million. Donc c'est important, et ça a été déterminant pour l'essor de l'industrie du jeu vidéo indépendant au Canada et notamment au Québec. Donc pour moi, c'est une source d'inspiration. Et puis, par ailleurs, il y a un vrai besoin aussi de soutien sur tout ce qui est phase d'édition, de distribution, de commercialisation, d'exploitation, marketing. Il faut, pour exister, pouvoir investir massivement dans le marketing. Et on dit que c'est à peu près, enfin, en tout cas sur les grosses productions de jeux, sur les AAA, c'est les mêmes règles que pour les gros blockbusters hollywoodiens, c'est-à-dire que le budget de marketing, de distribution est aussi important que le budget de production. Mais c'est aussi un peu vrai pour le jeu indé quand même. Si on a envie d'exister, il faut pouvoir investir plus. Et aujourd'hui, c'est des investissements que les boîtes sont incapables de faire. Donc voilà, il y a ces enjeux-là qui se posent.
Et donc, comme je le disais, la question des ressources et donc la question d'une taxe affectée, parce que vous savez comment fonctionne le CNC ou pas, mais le CNC a un budget propre, on ne dépend pas du tout des crédits du ministère de la Culture. On fonctionne budgétairement sur un certain nombre de taxes affectées qui sont celles que l'on perçoit des secteurs dont on s'occupe directement. Donc la taxe sur les tickets d'entrée en salle de cinéma, la taxe sur les services de télévision, donc sur les chiffres d'affaires des chaînes de télévision. Il y a une taxe aussi pour les distributeurs et notamment les fournisseurs d'accès Internet, etc. Aujourd'hui, sur l'interactif en général, donc sur le jeu vidéo en particulier, il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de ressources propres liées à ce secteur-là. Donc on ne peut pas se poser la question d'un fonds de soutien sans qu'immédiatement il y a la question de la taxe qui arrive assez vite derrière. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est compliqué à aborder d'un point de vue politique, qui est compliqué aussi à aborder du point de vue des industriels du secteur du jeu vidéo, parce que c'est une industrie qui est extrêmement puissante, qui est complètement internationale, qui a vraiment des spécificités très fortes par rapport au cinéma ou à l'audiovisuel, qui reste quand même dans un cadre, pour le coup, beaucoup plus national et beaucoup plus franco-français. C'est une industrie dont la valeur est principalement captée par des éditeurs étrangers qui sont principalement nord-américains ou japonais. Donc dans ce contexte-là, c'est compliqué. Je pense qu'on va continuer à essayer d'avancer sur le sujet, mais c'est assez miné et peut-être qu'il y a totalement d'autres choses à inventer pour ne pas être non plus dépendant de ce système de taxes affectées. Pour l'instant, j'en sais rien, c'est trop tôt pour le dire, mais ce dont je suis absolument certaine, c'est qu'on va quand même continuer à travailler dans cette direction-là et que le jeu vidéo est amené à prendre de plus en plus d'importance au CNC, ça c'est une certitude. D'accord, très bien. Donc si vous avez des projets, c'est quand même bien de se rapprocher du Centre national du cinéma. Mathieu, on parlait de création avec Elisabeth. Est-ce que peut-être justement tu peux nous montrer ce que ça veut dire concrètement créer avec Unity, sachant que derrière tout ça, et c'est ce dont on se parlait au téléphone, on se rend compte que certains postes qui sont très attitrés, le layout, l'anime, le compo, en fait, d'un seul coup, ça peut devenir extrêmement fluide et avec non pas moins de personnes. Donc l'idée, c'est pas de licencier à tour de bras dans l'animation, on est en plein emploi, mais quand même. Mais c'est de penser différemment et peut-être justement des œuvres un peu plus hybrides qui ne soient pas pensées pour les télévisions, ni pour les plateformes, mais de façon plus globale, tout simplement. Non, tout à fait. En fait, le fait de travailler le fait de travailler en offline, en non interactif, a la problématique qui fait que pour respecter les coûts de production, pour faire 52 épisodes de 10 minutes, 11 minutes, pour un budget donné, même en distribuant dans tout un tas de pays, pour créer un épisode comme ça, il faut mettre en place un pipeline très rigide de production avec qui forcément qui fonctionne bien pour produire dans les temps avec la qualité, mais qui forcément bride la créativité. Donc typiquement, on discutait avec donc je suis à la commission CNC et il y a François qui est réalisateur de séries animées. Il disait voilà, j'ai le droit à quelques retakes par épisode dans l'animation, parce que sinon après ça coûte trop cher de relancer le rendu, on n'est pas sûr si ça va être bon, donc on a le droit de changer quelques trucs mais pas trop de choses, quoi. Ce qui veut dire que vraiment le processus créatif il est complètement bridé à la pré-production, ça veut dire qu'il faut tout penser en avance, puis une fois qu'on est parti, on n'a pas les happy accidents justement qui sont tellement importants pour la création, et voilà. Et du coup en temps réel, on n'a pas ça. Et il n'y a pas longtemps, là, on a travaillé avec Disney Télévision pour faire trois petites séries de 2 minutes avec le réalisateur des Pingouins de Madagascar qui était dessus, qui lui plutôt, qui a fait énormément de production offline. Et il disait le plaisir de la créativité est incroyable. Et typiquement, au premier épisode, il y avait un storyboard avec quasiment tous les plans qui étaient représentés. Deuxième épisode, il y a eu c'était quasiment un coin de table, quelques dessins comme ça qui disaient en gros à quoi ressemble l'épisode. Au troisième épisode, ils ont quasiment fait dans l'éditeur en disant tiens, c'est marrant si on met la caméra là, et s'il se casse la figure comme ça, tiens, c'est drôle si on se met comme ça. Et il disait c'est vraiment un retournement de situation
sur la façon de faire. Et c'est même quelque chose qu'on n'a pas dans le cinéma parce que le jour de tournage coûte quand même cher. On peut pas dire tiens, on va essayer de changer complètement le texte aujourd'hui et puis de mettre la caméra là-bas. Normalement, il y a un directeur de production qui va pas être content. Et voilà. Et ça c'est chouette. Et puis on retrouve des petites équipes créatives aussi. C'est-à-dire que les épisodes, ils ont été faits à 5-6 avec un lighter, un animateur, un réalisateur, quelqu'un qui fait la caméra. Et c'est très, très ludique. Du coup, là, tu nous montres avec ton clavier magique là. Voilà. C'est pas compliqué, hein, ça coûte 80 €, même 40 €, je crois. Le mien, il est sans fil, potentiellement. Et dans Unity, il y a tout un tas de plugins, etc. Il y en a un qui permet de brancher des claviers MIDI. Du coup, on peut brancher les potentiomètres sur n'importe quelle chose. Et voilà. Et du coup, là, j'ai branché les potentiomètres sur la tête du perso, le haut et le bas, là. Voilà. Du coup, on peut s'amuser à le faire bouger en temps réel. Et puis, du coup, j'avais fait un truc pour choisir la taille de la tête aussi. C'est assez marrant comme faire une petite tête fait vieillir le personnage, par exemple. On peut choisir la taille des yeux. Du coup, quand on le fait cligner, c'est assez rigolo aussi. On peut choisir la taille des poils. Et en fait, c'est ces choses-là, l'interaction comme ça, c'est ce qui va faire que tout d'un coup, on part sur quelque chose et puis en plein milieu, on va se faire tiens, ça serait marrant que quand il lui arrive un truc, il a les poils comme ça. Ou voilà. Et donc voilà, ça tourne en temps réel. Et puis là, je suis dans l'éditeur. On peut enregistrer cette performance-là. Et puis voilà, comme on est dans du jeu vidéo, typiquement dans le jeu vidéo, la caméra, elle est vraiment différente que dans le film, parce qu'à la base, on veut que ça soit comme dans un film, mais comme normalement le joueur joue le personnage, on ne sait pas contrôler les caméras. Du coup, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur les caméras procédurales. Donc par exemple ici, la caméra, on a un vrai cadrage. Donc on dit à la caméra de cadrer comme ça. Si je veux cadrer autrement, je peux juste cadrer comme ça, un tiers par exemple. Et ensuite, après, je pourrais bouger la caméra. Là, hop. Pardon. Hop. Ah, désolé, j'ai posé ça. Alors, si je veux bouger la caméra, qui est ici, là, si je bouge la caméra, en fait, le cadrage reste toujours un peu le même. Et puis, on peut faire pas mal mumus comme ça. Bon, il y a l'ours qui danse d'ailleurs. Hop. On peut dire, tiens, c'est pas mal aussi de loin à cet endroit-là, où je vais carrément me rapprocher de lui pour voir ce que ça donne. Et du coup, on multiplie les tentatives, voilà. Et on garde ce qui nous plaît. Exactement. Et voilà. Et puis surtout, on peut... la chose la plus importante là-dedans, c'est que il n'y a pas de... Comme c'est pas séquentiel, il n'y a pas de laisser pour compte. Parce que normalement, celui qui a fait les choses en amont, normalement, il n'aura plus le droit de changer. Plus les choses avancent, plus des gens aura des choses dessus, moins le premier aura le droit de changer son truc. Typiquement, l'animateur, à un moment, on va lui dire bah non, t'arrêtes d'animer. Et pourtant, il voit le plan final, il fait je peux pas juste faire une petite retouche, mais juste parce que potentiellement, ça remet en cause toute la chaîne, c'est pas possible. Là, si par exemple le décor, si on veut que le décor change, celui qui avait fait le layout de l'endroit, il fait mais si tu m'avais dit que c'était comme ça, j'aurais pas placé les rochers comme ça. On peut juste prendre le rocher et puis le déplacer ou voilà, celui-là c'est un autre. Hop. On peut juste déplacer tout le décor et refaire les choses comme ça. Et on peut dire tiens, non, je vais remplacer le rocher par un truc, je trouve qu'il n'est pas assez résolu, c'est dommage, ça casse un peu l'image, etc. Et chacun peut revenir sur ce qu'il a fait parce qu'il voit toujours dans le contexte du shot final. Et c'est vraiment une itération. Chacun, on a une image et puis à un moment on se décide c'est bon, ou alors à un moment quelqu'un dit moi j'ai encore un peu de temps, je vais un peu rebosser ce truc-là. Et ça ne remet pas en cause le reste. Donc ça, ce sont des courts-métrages Disney, c'est ça là, ça c'est une démo. D'accord, mais il y a aussi eu des courts-métrages Disney, sans faire de blague à deux balles, c'est pas des Mickey, donc ils laissent pas l'outil en disant allez, amusez-vous bien, et puis on verra dans 15 jours. Concrètement, il y a eu une vraie grille de lecture. Et ça a donné quoi comme résultat ? Alors, ce qui était intéressant, là, c'est que Disney, il mesure, en fait, comme... encore une fois, les productions d'animation, c'est vraiment tiré au cordeau. Il faut qu'ils traquent à n'importe quel moment la vélocité de la production. Du coup, ils ont tout un tas d'indicateurs
Ils traquent le temps que met un asset, le temps que met un shot, le temps que met une séquence, etc. Et du coup, quand on a travaillé ensemble, globalement, eux, ils ont réutilisé les mêmes indicateurs pour voir le temps que ça prenait, où est-ce qu'on gagnait, où est-ce qu'on perdait du temps, etc. quoi. Et en fait, le résultat, donc j'ai discuté avec les producteurs, ils disaient qu'ils allaient 2 fois plus vite qu'en normal. Et quasiment tous les postes gagnaient beaucoup de temps. Donc déjà, là, en général, il n'y avait pas de rendu parce qu'ils avaient l'image directe. Donc le rendu, ils le font que le jour où ils publient l'épisode. Donc déjà, il n'y avait pas de rendu, pas de ferme de rendu, même des coûts d'infrastructure, etc. Mais même au niveau de la production elle-même, ça allait à peu près 2 fois plus vite. Parce qu'il y avait beaucoup moins de storyboard, il y avait beaucoup moins de choses. Et même, le plus bizarre, c'est que l'animation, normalement, qui est le moins, a priori, pas compressible, parce qu'un animateur, il va animer dans les 2 cas, que ce soit offline ou là. Mais en fait, le fait qu'il bosse dans le contexte du shot fait que même l'animation allait plus vite. C'était juste vraiment c'était pas la tâche qui allait moins vite, c'était juste le fait que l'animateur, comme il est plus dedans, il fait plus la bonne chose du premier coup, en fait. Et ces films sont destinés à une diffusion sur... Ils sont sur YouTube déjà. Ça s'appelle Baymax. En fait, comment ça s'appelle en français? Big Hero 6, c'est... Oui. Comment il s'appelle en français? Le gros bonhomme qui se gonfle à blanc. Les nouveaux héros. Voilà. Et c'est une série qui est basée sur les nouveaux héros. Et du coup, il y a 3 épisodes. Ça s'appelle Baymax Dreams. Et ça se passe dans les rêves du robot. Il fait des rêves où il compte des moutons, etc. Donc visible sur un écran de télévision, voilà, un écran d'ordinateur. Exactement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus un résultat low cost. On a de la qualité. Ça n'est pas parce que l'outil est démocratique, l'outil est simple d'utilisation que c'est du bas de gamme. Non. Je te reposerai la question aussi. On est ils ont suivi les standards de diffusion de qualité broadcast. C'est-à-dire que c'était le même processus de validation. C'était validé par les chaînes de télé exactement de la même manière que leurs films classiques. Donc, à gros traits, on peut dire qu'un outil nativement pensé pour le jeu vidéo, qui fait des images d'ailleurs souvent exceptionnelles, sert tout à fait une production qui peut être linéaire, visible sur un écran aussi large que ça. Exactement. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est presque pas excitant en fait. Ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, parce qu'à la fin, on se dit, finalement, on peut faire comme avant, mais avec un outil de jeu vidéo. Oui, justement, je voulais poser un peu cette question. Ça me fait penser un peu du passage à l'époque, on avait des caméras à pellicule et qu'on n'utilisait que ça et qu'il fallait attendre de voir ce que ça donnait. Il fallait du coup développer la pellicule. Et en fait, ça me fait penser aussi au passage avec la caméra numérique. Enfin, j'ai l'impression que c'est à peu près le même fonctionnement. Et est-ce que vu qu'on peut faire à peu près la même chose, le temps réel, c'est assez proche. Ce que tu nous as montré, Adam, est très proche d'un rendu précalculé. Mais est-ce qu'il y aura une esthétique? C'est moi qui commence à poser des questions. Mais vas-y, je vais y aller moi d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura une esthétique de l'animation temps réel, justement? Ouais. Alors ça, c'est hyper drôle parce que il y a alors c'est dommage, le nom m'a échappé, mais il y a une petite série d'animation qui s'appelle Globozone et qui se passe. C'est un peu le caméra café, une sorte de caméra café, mais avec une vue isométrique. Mais c'est clairement pas un jeu vidéo. L'image est super belle, c'est vraiment de cette qualité-là. Voilà. Mais le fait qu'il y ait une esthétique jeu vidéo, et c'est marrant parce que moi je trouve ça super, c'est hyper beau, c'est très drôle. Et c'est marrant, c'est que là on en parlait même en interne. Et on disait, mais ça fait très jeu vidéo, du coup ça dessert le message. Et en fait, c'est hyper bizarre parce que quelquefois, même en interne, on oublie nous-mêmes en étant tout d'un coup dans le film. Ouais, tout d'un coup, et moi je disais, mais non, mais justement, c'est là tout l'intérêt, c'est vraiment, pour moi, c'est l'essence de ça. C'est que justement, faire comme on faisait avant, c'est un peu l'exercice de style, quoi. C'est comme Picasso qui a peint les grands maîtres à 12 ans. Mais le but, c'était d'aller un peu plus loin à un moment. Et là, ce qui est marrant, c'est que vraiment l'étape d'après, c'est que tout de suite, les gens ils se disent, il y a un public et il y a une esthétique qui me plaît. Et je vais raconter une histoire avec
cet univers-là, quoi. Justement, en parlant d'esthétique, ça me fait penser à l'invention de la photographie, qui au début n'était pas considérée comme un art, c'était la représentation scientifique de la réalité. Ce n'était pas un art. Et il y a eu ce mouvement qui est magnifique, qui s'appelle le pictorialisme, où du coup, comme on ne savait pas trop quoi faire avec la photographie, ça me fait penser aux jeux vidéo, à ce qui se passe maintenant, à cette émulation, c'est-à-dire que on peignait sur la photo pour la rendre plus artistique, qui se rapproche plus de la peinture, parce qu'on se disait c'est que la représentation du réel, donc c'est pas. Et en fait, à l'époque, on s'était pas encore posé la question du médium en lui-même. En fait, c'était ça, c'est-à-dire que la photographie, ça veut dire quand même écrire avec la lumière, et c'est une histoire de cadrage et de choix de cadrage. Et à l'époque, on s'était juste dit, on va essayer de faire en sorte que ça ressemble quand même à une peinture. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et j'ai un peu ce sentiment avec le jeu vidéo et le cinéma, c'est qu'on est un peu dans une période un peu pictorialiste, c'est-à-dire qu'on fait des superpositions, des collages, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le jeu vidéo ressemble parfois au cinéma, et le cinéma un peu jeu vidéo, alors qu'il y a une question fondamentale dans le jeu vidéo, c'est l'interactivité, la jouabilité, qui est totalement différente de toutes les formes d'art qu'on a connues. Tu parlais d'art un peu total, et c'est là où je crois que ça va bousculer énormément l'histoire de l'art. C'est que jusqu'à présent, le spectateur, on regarde une œuvre, on était passif. Il y a eu évidemment des œuvres d'art interactives, mais elles ne font pas encore partie des œuvres majeures que le grand public connaît. Et là, aujourd'hui, ça va être une esthétique, presque de la jouabilité, qui va être passionnante. Et voilà, c'est là où je me dis, il y a une véritable métamorphose de la création et de la façon dont on va appréhender le jeu vidéo. Enfin, à mon avis, on est dans un tournant assez décisif. Tu m'apportes une transition. Est-ce que cette interactivité, est-ce que cet attrait pour le jeu vidéo, cette porosité entre le cinéma et bref, l'hybridation, c'est le déclencheur, c'est pas la réalité virtuelle. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'un seul coup, on est passif, on peut être passif en coiffant un casque, mais quand même, on va être obligé, si on le souhaite, si on veut avoir l'intégralité de l'expérience, même en vidéo 360, on se retrouve quand même à devoir être actif dans le sens où il faut quand même regarder ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce fait que la réalité virtuelle a fournit d'un seul coup les clés et permet d'établir ces passerelles-là, et que c'est un momentum entre les outils, la création et puis ces casques, cette techno? Moi, juste avant de passer à la réalité virtuelle, de basculer, il y a un truc qui est assez marrant, c'est juste pour continuer là-dessus un tout petit peu, c'est marrant parce que cet été, là, on était assis sur un square et il y avait un gars qui était couché par terre et qui regardait son téléphone, et mes enfants ils disaient c'est un jeu vidéo mais il joue pas. Et je disais, en fait, il est sur Twitch et puis il regarde des gens jouer aux jeux vidéo. Et en fait, déjà, on se rend compte que il y a déjà commence à avoir un mélange, parce que finalement, les gens, ça leur plaît de regarder un jeu vidéo, ce qui est quand même complètement fou, parce que justement, on se disait, c'est au cœur des jeux vidéo, il y a l'interactivité. Et ben non, en fait, aujourd'hui, il y a des millions et des millions de gens qui regardent des jeux vidéo. Le phénomène du e-sport, c'est ça aussi. Du e-sport, exactement. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est assez fort. Mais du coup, je pense que la VR, elle apporte encore plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément que c'est de l'interactivité pour les nuls ou un truc comme ça. Je pense que ça amène encore autre chose que le jeu vidéo. En fait, nous, ce qu'on constate par rapport à ça, et c'était tout le sens d'ailleurs de ce terme expérience numérique. Là, j'ai annoncé la création de ce nouveau fonds expérience numérique. C'est expérience au sens de l'utilisateur, de l'usager, la nature expérientielle des œuvres. Et c'est tout à fait le cas aussi du jeu vidéo, bien évidemment, mais donc aussi de ces œuvres en réalité virtuelle, de ces narrations mobiles pour écran tactile, par exemple, qui est le champ d'intervention que nous, on vise. Moi, je suis assez d'accord pour dire que l'arrivée de la réalité virtuelle a permis d'avoir vraiment un point de rencontre, très concret, entre le monde du film et le monde du jeu vidéo, pour commencer. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé, et on voit que ça incarne vraiment très très bien un phénomène de convergence entre les deux univers que l'on décrit depuis le début de cette table ronde, mais qui est vraiment très très sensible, on le voit. On a vu avant le retour de la réalité virtuelle, parce qu'il faut parler de retour, et rappelons que ça n'existe pas depuis 2014 et depuis le 1957. En fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. Mais avec ce retour que, pour le coup, on n'avait pas spécialement anticipé,
précédemment, il y a eu cette période que tu as très bien connue, Stéphane, et toi aussi, Mathieu, la recherche de nouvelles écritures dites transmédia. Donc, tous ces gens qui venaient de l'audiovisuel et du cinéma, qui regardaient le monde du web, ces nouveaux codes, le monde du jeu vidéo aussi, et qui se disaient, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire qui soient justement totalement hybrides et il y avait déjà à l'époque une certaine recherche d'immersion, c'est-à-dire l'immersion pouvait même être un critère d'appréciation du spectateur. On parlait déjà d'une qualité immersive de l'œuvre avant même le retour de la réalité virtuelle. Mais quand la VR est apparue et quand on a pu faire ses premières expériences dans des festivals, notamment, je pense à Sundance ou au Festival Tous Écrans de Genève, où moi c'est la première fois que j'ai vu un premier projet de Félix et Paul, par exemple, voilà. Ça a été une évidence en fait pour tout le monde, pour tout cet univers-là, que ça y est, enfin le médium que l'on recherchait, qu'on appelait de nos voeux à travers toute cette recherche qu'on a appelée le transmédia, etc. Et là, enfin, et on a vu toute une génération de producteurs et de créateurs qui venaient de là et qui se sont jetés vraiment à corps perdu dans la réalité virtuelle, avec des œuvres qui sont tout de suite apparues comme des œuvres majeures et qui sont toujours aujourd'hui des œuvres de référence sur la scène mondiale. Ça a été Sens, par exemple, qui est l'adaptation de la bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu. Ça a été The Enemy, du photojournaliste Karim Ben Khalifa. C'est intéressant de voir à chaque fois les différentes disciplines qui sont convoquées, d'ailleurs. C'était I, Philippe sur Philippe Cadic, qui est une fiction, un vrai court-métrage de fiction 360. Ça a été bien évidemment Notes on Blindness, voilà, qui reste une expérience absolument fantastique sur la cécité. Et ça a été dès 2015 ces projets-là que nous on a vu arriver. Et donc bien évidemment on s'est dit il y a quand même quelque chose de majeur qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors nous ce que l'on voit en termes de convergence, c'est bien sûr convergence en termes d'écriture, convergence entre le film et le jeu vidéo, sur aussi aujourd'hui les stratégies de financement et de distribution, le fait qu'on parle d'œuvres aussi qui peuvent être tout à fait disponibles sur console ou sur des stores de constructeurs de casques, mais selon des modes de distribution et aussi de distribution premium, je veux dire, avec aussi de l'achat à l'acte, à la clé, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le jeu vidéo. Et puis bien évidemment tout ce dont Mathieu parle depuis tout à l'heure, convergence technologique, c'est-à-dire avec tous ces gens du film qui tout d'un coup de toute façon sont confrontés à la nécessité de travailler avec des outils temps réel et des moteurs de jeu. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont amenés à le faire à travers un projet de réalité virtuelle. Et ce que l'on ressent, nous, aujourd'hui, par rapport à ça, et moi, j'ai parfois même un regard un petit peu critique, voire même un petit peu sévère, c'est qu'il y a ce phénomène de migration du monde du film vers l'interactif, qui est très palpable, qui est structurel, qui va se poursuivre dans les années qui viennent. Mais aujourd'hui, on est encore dans cette phase de transition où on a des gens qui viennent du film ou même des VFX et qui tout d'un coup découvrent des outils de création et de production auxquels ils ne sont pas du tout habitués et qui sont en fait la base du métier du jeu vidéo. Et ils ne s'en rendent pas nécessairement compte d'ailleurs. Moi je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas de leur part à eux l'envie plus nette, plus franche de se rapprocher du monde du jeu, y compris dans une optique de formation tout simplement, sachant qu'à l'inverse, pour le monde du jeu vidéo, l'arrivée de ces nouveaux créateurs représente une richesse artistique phénoménale. Et donc moi je pense que ce sur quoi il faut vraiment travailler là aujourd'hui, c'est le rapprochement de ces deux univers qui s'enrichissent énormément l'un l'autre pour des raisons différentes. Et par ailleurs, peut-être que j'anticipe les questions suivantes, mais on voit une nouvelle discipline là, arriver dans le monde de la réalité virtuelle et on sent que c'est la tendance du moment. C'est ni le film ni le jeu vidéo, c'est le théâtre. Voilà. On voit de plus en plus d'expériences en réalité virtuelle qui développent une dimension physique de plus en plus forte, parce que quand même, ce qui caractérise la VR, il y a de l'interactivité, ça c'est sûr, mais c'est aussi le phénomène physique, la mobilité physique, l'expérience vécue qui la distingue aussi quand même pas mal du jeu vidéo, même si le jeu vidéo proposait déjà quelque chose un peu du même ordre, mais ça va quand même vraiment beaucoup plus loin en termes d'engagement physique du spectateur ou du participant. Et du coup, assez naturellement, on arrive à quelque chose qui devient en fait du spectacle vivant, d'une certaine manière, et à des installations de plus en plus élaborées, à des œuvres qui sont de plus en plus du théâtre immersif. D'accord, Elisabeth. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au théâtre. Je me dis, c'est un peu la boucle est bouclée, c'est-à-dire que autant on pense à des films comme les films de Méliès qui étaient proches du théâtre filmé presque d'une certaine façon, et maintenant on a la réalité virtuelle
l'immersion qu'on attendait tant, depuis tellement de temps, mais c'est-à-dire que depuis, effectivement, je pense la Renaissance, depuis la perspective, c'est-à-dire que je pense également au Ménine de Velázquez, qui est vraiment un tableau, je pense, assez emblématique puisque on a envie de passer à travers. Ça, c'est fait, ça. Ouais. Je l'ai mis dans mon film aussi, c'est pour ça que je fais un petit... Mais du coup, tout ça, c'est un peu une réalité, un rêve qui devient réalité avec la réalité virtuelle, car enfin, on peut être dans un univers, on va dire, impalpable. Et se pose la question de la virtualité, justement. Parce que normalement, la virtualité, c'est ce qui n'existe pas. Donc, est-ce que, justement, cette envie d'aller sur le théâtre, sur les planches, de faire des allers-retours entre ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qui est fictionnel, virtuel, est-ce que c'est pas encore une façon d'interroger la virtualité en revenant aux sources, c'est-à-dire on retourne sur les planches, on retourne dans une salle, on retourne sur l'idée du temps réel, c'est-à-dire que le théâtre est bien aussi une façon de travailler le temps réel autrement que le cinéma. Enfin, je le vois un peu comme ça. Et du coup, ouais, et pour un petit peu aussi parler de cette réalité virtuelle qui met, je pense, à tout le monde d'accord. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'essais de réalité virtuelle. D'ailleurs, je lisais quelque chose là-dessus aujourd'hui dans un magazine, que ça a commencé en 1957. Je pensais que c'était dans les années 70, mais en fait non. Les premiers essais ont été dans les années 57 et ça devait peut-être pas être extraordinaire au départ, mais j'imagine que c'est-à-dire que très vite, dès qu'il y a eu aussi des premiers écrans, parce que ce n'est qu'une question d'écran finalement, de portabilité d'écran en fait, d'une certaine façon, de passer de l'écran de cinéma, de projection à un écran de télé, puis à un écran de tablette ou de téléphone portable, puis ensuite la réalité virtuelle, c'est simplement un écran qui est devant les yeux et avec un accéléromètre. Donc voilà, je me dis, c'est encore, ils sont c'est un peu de la même famille tout ça, et que c'est une évolution complètement logique, et ce retour comme ça aux sources, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très intéressant en tout cas à développer. Là où ça diverge, c'est là où on a eu la discussion un peu avant, mais là où ça diverge, c'est vraiment que c'est un de mes collègues qui disait ça. Il disait, dans le jeu vidéo, pour que ça soit immersif, il fallait que ça soit vrai. Il fallait que ça soit photoréaliste. Donc, parce que comme on regarde un écran plat, pour vraiment que le cerveau il croit que c'est vrai, il faut que ça ait l'air vrai. C'est le seul moyen de faire croire que c'est vrai. Alors qu'en réalité virtuelle, c'est ça qui est génial, c'est que le cerveau, comme quand les yeux bougent, ça bouge aussi de manière à peu près réaliste. En fait, ça n'a pas besoin d'être vrai. En fait, un cube blanc posé dans l'espace, en réalité virtuelle, est vrai pour le cerveau. Et ça, c'est quand même super, parce qu'il n'y a jamais eu ça avant, en fait. Et du coup, c'est là où on rejoint un peu d'autres branches de l'art, justement comme l'art abstrait, etc., où tout d'un coup, quand justement le réalisme n'avait plus trop d'intérêt, les gens ont commencé à se dire on va emmener les gens vers quelque chose qui n'existe pas pour les faire s'interroger sur les motifs profonds qui gèrent notre univers, nos sentiments, etc. Et la réalité virtuelle, c'est quand même assez chouette pour ça, c'est parce que on peut se permettre de créer un univers vrai, mais qui n'a jamais été vu. Et du coup, d'où l'intérêt de mélanger le théâtre et ça, parce qu'il y a vraiment un intérêt à faire ça, quoi. On se rend compte que, juste une petite phrase, on se rend compte que notre cerveau fait avec ce qu'on lui donne, quoi. Il y a un côté où on recrée notre part de réalité avec ce qu'on a, quoi. Eh bien, justement, on vous a donné beaucoup de choses à vos cerveaux. On parlait d'interactivité. Est-ce que vous avez dans la salle une volonté d'intervenir, une question à poser? Pas hésiter. Bon, je vais me déplacer. Donc la rencontre aussi, c'est la rencontre finalement de deux industries qui fonctionnent de façon différente. C'est-à-dire que le jeu vidéo est véritablement... ce qu'on peut voir, une industrie très organisée, beaucoup plus privée, et le cinéma fonctionne différemment avec des auteurs, avec une structuration complètement différente, et on s'aperçoit finalement que c'est aussi deux mondes qui doivent se rencontrer dans les financements, dans les façons de fonctionner, dans les outils. Et finalement, aujourd'hui, on a encore un peu ce petit filtre et ce prisme qui est encore là. C'est un peu différent. C'est-à-dire que, par exemple, dans les nouvelles aides qui existent à travers le CNC, il y a encore une lecture très cinématographique.
un acteur du jeu vidéo, par exemple, on évoquait par exemple dans l'écriture que l'écriture d'un jeu vidéo, on peut préparer les choses bien en avance, mais en fait on s'aperçoit que, et ça va être le level design par exemple, on peut construire en même temps que faire. Et j'ai l'impression, en tout cas, pas forcément au CNC, mais on voit aussi dans les aides régionales, etc., il y a une lecture très production, et production n'a pas le même mot, c'est pas le même mot production pour un jeu vidéo que pour le cinéma. Et donc c'est très difficile pour un acteur du jeu vidéo de rentrer dans ce prisme-là. Donc voilà, c'était pas une question, mais plutôt une observation. C'est une bonne observation. Moi, je ferais juste une petite parenthèse. Je suis d'accord sur les fonds de soutien des collectivités territoriales. Il faut savoir que vous avez, pour avoir fait partie de pas mal de comités, pléthore de dossiers qui sont souvent extrêmement mal constitués et qui, au final, ne font pas ressortir ces spécificités-là. Alors, je vous parle de ça il y a, ne serait-ce qu'il y a encore un an. On commence à avoir aussi des stratégies des collectivités territoriales qui sont un peu plus au fait. Le CNC fait une mue constante. Faut peut-être leur laisser un petit peu le temps. C'était sur l'aspect financier. Non, mais après, c'est vrai que sur les questions terminologiques, quand on dit production en cinéma, c'est plutôt développement du coup en jeu vidéo. Et il y a plein de choses comme ça qui se retrouvent. Nous, on a souhaité, ça fait plusieurs mois, voire en réalité 2 ans maintenant qu'on travaille dessus, que ça va bientôt voir le jour, mais créer une aide aux créateurs de jeux vidéo, une nouvelle aide dans le fond d'aide aux jeux vidéo. Pour le coup, je ne parle pas d'expérience numérique, je parle d'une aide qu'on voulait rendre accessible à des créateurs. On pensait notamment à des étudiants qui sont tout jeunes diplômés et qui sortent de ces écoles qui ont quand même une réputation d'excellence dans le monde et avec lesquels on a de manière générale envie de travailler davantage. Et voilà, et leur permettre d'avoir une première aide, effectivement un peu sur le modèle des aides aux auteurs que l'on accorde ailleurs au CNC dans le cadre de nos aides au cinéma ou à l'audiovisuel ou expérience numérique, puisque cette entrée-là existe aussi. Et on s'est dit comment est-ce qu'on va l'appeler, parce qu'en gros l'idée c'est que des créateurs seuls, c'est-à-dire des personnes physiques sans appui d'une structure de production ou sans studio puissent solliciter une aide. Est-ce que c'est une aide au game concept par exemple, ce qui semblait le plus juste par rapport au vocabulaire du jeu vidéo? Et puis finalement, la ministre de la Culture de l'époque, qui était Audrey Azoulay, donc c'était déjà... c'était il y a longtemps, puisqu'on change de ministre chaque année, ce qui est par ailleurs un souci, mais enfin bon, a dit, non mais déjà, il faut que ce soit en français quand même, ce serait mieux. Bon. Et puis en plus, faut que ce soit un peu harmonisé par rapport aux terminologies qui existent par ailleurs. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire aide à l'écriture? Je dis, bah oui, ok, on dit aide à l'écriture. Enfin, après tout, est-ce que ça a son importance? Ce que je veux dire, dès lors qu'on utilise des termes comme ça, très ouverts, très souples, et que chacun doit pouvoir s'approprier en fait. Donc moi je milite aussi, alors je sais qu'il y a le sujet production, développement et tout, effectivement il faut quand même bien s'assurer qu'on parle de la même chose, mais après de manière générale je pense qu'il ne faut pas exagérer aussi l'importance de ça et qu'il faut juste prendre soin d'utiliser encore une fois des termes qui soient suffisamment souples et adaptables quoi en fait. C'est pas tellement ouais. Sur les termes en tant que tels. Ouais, mais ça, ouais, c'est... Ouais, mais tu vois, par exemple, quand je parlais de la pré-production, là, pour le coup, quand on envisage de donner vraiment toute son importance à cette phase de la pré-production, alors du prototypage, on va dire, ça vaut d'abord pour le jeu vidéo, ça vaut exactement de la même manière pour ce fonds expérience numérique, donc qui est principalement positionné sur la VR, et ça aussi, c'est vraiment de la pédagogie que l'on fait beaucoup auprès de ces acteurs de l'audiovisuel, où on leur explique, faites gaffe, le proto, c'est super important. C'est-à-dire vraiment ne sous-estimez pas cette partie-là. Après, la production en tant que telle, ou développement technologique en tant que tel, a priori, ça déroule. C'est-à-dire que tu as réglé a priori tous les trucs en amont. Et ça, c'est une logique que les gens de l'audiovisuel ont un peu de mal à acquérir. Ils s'en rendent compte en faisant, par la pratique. Ils se disent, ah oui, d'accord, effectivement, ça devient quand même très, très important de ne pas négliger cette phase-là. Mais en fait, cette pédagogie, nous, on la fait plutôt dans ce sens. C'est-à-dire, encore une fois, je pense que là, actuellement, en tout cas sur le sujet de la réalité virtuelle, c'est les façons de travailler, les méthodes de travail du monde du jeu vidéo que les gens du film doivent faire l'effort de s'approprier, quoi. Absolument. Puis ça marche dans les deux sens aussi, parce que... moi, je vois que aussi le jeu vidéo peut être aussi désorganisé par rapport au monde du film. Par exemple,
Justement, c'est les choses moi, sur lesquelles je travaille en ce moment. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est ce qui vient naturellement en fait. Quand on a montré qu'on pouvait utiliser notre outil pour faire de la prod, et que là on commence à dire ok, on va produire 50 épisodes avec Unity, et bien tout d'un coup les gens ils nous demandent est-ce qu'on peut avoir de l'asset management, Shotgun, des trucs comme ça qui permettent de vérifier les assets en amont, de faire des petites annotations, de créer des tâches, que les tâches soient sur un planning, qu'ensuite il y ait des rendus automatiques pour qu'on ait vérifié que tout ça semble bien. Et tout ça, finalement, je me suis rendu compte, c'est marrant, en fait, ça fait 14 ans qu'on a notre logiciel et personne ne m'a jamais demandé ça dans le jeu vidéo. Et donc, effectivement, il y a le côté genre on fait et puis on itère, mais en fait, il y a un moment où on se dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas produire aussi un peu comme fait le film ? Ça apporterait rien de mal en fait. En fait, on pourrait être vachement plus structuré. Moi, ce que je vois, c'est que je pense que dans 2-3 ans, quand on aura vraiment appris des deux industries, on va mieux produire des jeux et on va mieux produire des films aussi. On va gagner en itération du côté du film et on va gagner en structuration du côté du jeu. Et aussi, il y a un point qui est important, effectivement, c'est là où il y a une sorte de convergence aussi. Je me rappelle, à Annecy, il y a 2 ans, les chaînes de télé ou les productions commençaient à demander un épisode et plus un storyboard pour pouvoir produire. C'est un peu la notion de proto du jeu vidéo. Et en fait, et aujourd'hui, encore une fois, si on peut s'amuser un peu plus avant de produire, justement, on va pouvoir donner un prototype qui donne une idée un peu plus sûre dans les 2 cas. Et je sais que nous, dans les commissions CNC, quelquefois, c'est très difficile aussi, avec les nouveaux médias, en particulier, genre la VR. Par exemple, juger un dossier VR sur un PDF, c'est hyper difficile. Et souvent, on a des cas dans les 2 sens. Quand on a un proto, on adore le dossier, puis on va essayer à midi, là. Puis on fait en fait sur le papier c'était super mais en vrai c'était pas génial. Et puis quelquefois sur le papier c'était pas super mais en fait quand on y est on sait pas pourquoi c'est bien. Et le jeu vidéo c'est vrai c'est plus difficile aussi pour ça parce qu'il y a un moment il y a un ressenti, même un jeu si le contrôleur du personnage principal est mal fait mais que dans le jeu on le voit bien bouger, ça a l'air bien mais en fait quand on y joue c'est pas agréable. Donc c'est vrai que l'interactif amène un petit peu d'inconnu de ce côté-là. Mais je pense que, encore une fois, qu'on va gagner énormément à avoir le rapprochement des 2 industries. Elisabeth Crisis, cette œuvre hybride, on la verra quand ? Parce qu'on n'avait pas le droit de la voir aujourd'hui. Non, désolée. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais j'espère très bientôt. Et en fait, s'il y a bien des outils aussi qui sont intéressants à travailler au cinéma comme dans le jeu vidéo, c'est aussi l'intelligence artificielle. Je pensais également à ça, parce que du coup, je faisais des tournages dans mon jeu vidéo, mais de la même façon, je crois que la première scène, je l'ai fait 47 fois, et d'où l'intérêt que c'est tellement bien de faire les choses en temps réel, parce que du coup, on recommence autant de fois qu'on veut. C'est peut-être aussi un inconvénient. Et le jeu est inspiré des FPS. Donc, il y avait des bots, il y avait des ennemis qui me tiraient dessus. Et ça aussi, on l'a programmé. Et ça, c'est une autre façon d'animer aussi les personnages. C'est-à-dire qu'on sait à quel moment ils vont nous tirer dessus. Mais en même temps, il y a un degré d'incertitude qui est vachement intéressant et qui rajoutait une dramaturgie, même dans mon propre jeu. C'est-à-dire que je ne savais pas à quel moment j'allais me faire tirer dessus dans mon propre film. Donc c'est tout un truc qui était vachement intéressant à travailler, cette idée-là d'intelligence artificielle. Et je rêverais de travailler sur une intelligence artificielle qui créerait un film avec moi. Mais bon, ça, on n'en est pas là. Très bien. Un autre point de vue, éclairage, sentiment, non ? Bon, écoutez, oui. Avec une histoire, avec un début, une fin, ou c'est plus essayer de transmettre une expérience Et c'est exactement ça. En fait, dans beaucoup de demandes d'aide, hormis le DICREM qui sont beaucoup plus souples, et c'est ça aussi qui est très bien comparé à d'autres demandes d'aide qui sont plus cinématographiques, vu que ça reste quand même des films. Je pense que en général, on veut savoir vers où ça va aller. Donc j'ai écrit pour Crisis, par exemple, un scénario, et ça a été assez dur pour moi de le faire parce que je savais que
c'est pas ma façon de travailler, mais j'ai quand même écrit des choses que j'ai gardées. En fait, c'est à 50% le scénario, on va dire, et à 50%, je me suis laissée surprendre par le jeu, parce que c'était, comme vous le dites, une véritable expérience. Ça fait partie de l'expérience. Je pense que si je savais pourquoi je voulais faire ce film, je n'aurais pas besoin de le faire. Et donc, c'était vraiment une immersion pendant plus d'1 an dans la réalité virtuelle chez moi, à travailler sur ce film, et je me suis beaucoup laissée surprendre par mon rapport à la réalité virtuelle. C'est-à-dire que, et à ce travail-là, à un moment donné, j'avais perdu le sommeil, donc je me suis mise à penser à la méditation, à faire des recherches sur la méditation et la réalité virtuelle, ce qui n'était pas là au départ dans le scénario. Ou alors, j'avais un chat à cette époque que je n'avais pas quand j'ai écrit le scénario, et le chat s'est retrouvé dans le film, puisque quand j'enregistrais, il se mettait à jouer à côté, donc j'ai gardé ces choses-là. Parce que j'ai l'impression que ça représente beaucoup la réalité virtuelle. C'est pas que ce qui se passe dans le casque, c'est tout le hors-champ aussi qui est à côté, et qui est très difficile à écrire dans un scénario, je pense. Mais le film est toujours quand même le film que tu avais écrit au début quand même. À 50%. Il y a 50%. des scènes qui, en fait, il y a des scènes qui y sont, et il y a des scènes qui y sont moins. Je voulais faire un rapport beaucoup plus direct entre caméra filmée frontale et caméra virtuelle. Et finalement, j'ai beaucoup plus axé ça sur comme une partie de jeu que quelqu'un stream sur YouTube. Donc vraiment, on est dans le jeu vidéo tout le temps, avec les commentaires audio de la joueuse qui commence à se perdre dans cet univers improbable. Mais il y a un peu des deux. J'ai gardé des choses que j'ai rejouées, et il y a des choses qui sont improvisées. Puis il y a aussi, c'est pas mal influencé aussi pour la VR aussi, le fait que c'est un médium très expérimental aussi. Donc les codes, on voit que chaque année, il y a quelqu'un qui a sorti un truc dans une expérience. On se dit, ah, ça y est, il a maîtrisé le sujet. Moi, je me rappelle Battlescar VR, là, par exemple, où ils ont, pour moi, super bien joué avec les notions d'échelle. Et c'est vraiment, on sait que l'échelle, c'est un truc avec lequel on peut jouer. Et eux, ils ont vraiment montré comment l'exploiter de manière assez naturelle, pas trop déroutante, etc. Avec des moments où on voit les deux personnages dans une petite pièce, et puis tout d'un coup, on se retrouve là, et puis l'autre nous parle, il fait 10 mètres de haut. Tout ça avec des plans coupés très, très, très courts. Et ça marche. Et du coup, tout d'un coup, hop, on sait que dans sa tête, en tant que créateur, on a cette petite boîte à outils, et puis on sait qu'à un moment, quand on voudra dire ça, on fera ça. Et du coup, plus ça avance, plus le côté expérimental, voilà. Et voilà, comme je pense que le fait qu'il y ait un phénomène extérieur qui vienne dans la VR, par exemple, ça va peut-être aussi devenir un truc qu'on retrouve dans plein de choses. Et puis l'histoire de la VR, dans 20 ans, dira, en fait, ça a été inventé par toi, qui avait ton chat, et en fait les gens l'ont réexploité comme ça. C'est un clin d'œil Bon, j'espère que vous vous en souviendrez. C'était aujourd'hui, ça sera dans 20 ans. En tout cas, j'ai fait plein de clins d'œil à la VR, dans la VR, enfin à des jeux qui sont sortis sur l'Oculus Dev 1. Il y a Alone in the Dark, c'est un jeu où on était seul dans les bois, et c'était très très flippant, en tout cas surtout à l'époque où c'est sorti. Il y a le Cosmos, il y a ma première expérience VR, par exemple, c'était drôle parce que c'était un cinéma. On m'a fait essayer un cinéma VR. Moi, il n'y avait rien à l'écran, mais j'étais là. Mais c'est incroyable, je suis dans une salle de cinéma. Donc c'est drôle, on ne regardait pas le cinéma. Ouais, donc voilà, il y a un voyage en train, donc ce qui est complètement stupide vu qu'on est dans la VR. Donc je trouvais ça très drôle, mais du coup, j'ai fait des petits clins d'œil comme ça au début de la VR, j'ai envie de dire. Bon, eh bien, écoutez, Elisabeth, Pauline, Mathieu, merci beaucoup de ces échanges, de cette conversation, limite intime, mais finalement c'est plutôt sympa. Bonne soirée, merci encore. Merci À bientôt. beaucoup.